Bonjour à tous. Il est 30, donc je vois que vous êtes déjà quelques-uns à nous avoir rejoints pour ce nouveau séminaire donc autour du sujet de la biodiversité et de l'économie circulaire. Je vais peut-être encore attendre quelques instants que les personnes qui doivent nous rejoindre nous rejoignent. Et puis, je commencerai ce nouveau webinaire avec vous. Donc voilà, encore quelques instants. Alors, je vais commencer par vous partager euh, hop, la présentation. Donc, à partir de maintenant, je ne vous vois plus. Donc, j'espère que tout se passe bien de votre côté et que vous m'entendez bien. Donc, je vais commencer ce webinaire. Donc, c'est moi qui vais introduire qui on est, qu'est-ce qu'on fait chez Smart to Circle. Et donc, aujourd'hui, le sujet de ce webinaire porte donc sur la biodiversité et l'économie circulaire d'un point de vue de la CSRD et on verra aussi d'un point de vue des normes VSME. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc au programme, on va revoir donc comme chaque fois pour ceux qui ont déjà suivi les précédents séminaires, mais finalement quelles sont les bases de la CSRD, donc ses objectifs, le principe de la double matérialité appliqué dans ce cas-ci à la biodiversité et l'économie circulaire. On va un petit peu voir le jargon CSRD et celui des VSME aussi toujours propre à la biodiversité et l'économie circulaire, et puis un petit peu comment sont structurées et comment fonctionnent ces normes sur la biodiversité et l'économie circulaire. Donc en pratique, pour poser vos questions, donc à la fin du webinaire, j'arrêterai de partager, je regarderai vos questions et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux, donc durant les cinq dernières minutes du webinaire. Alors, Smart to Circle, donc qui on est? Nous, chez Smart to Circle, on a une conviction. On croit que le monde a besoin d'entreprises durables et que les entreprises ont le pouvoir de changer les choses. Donc, notre mission, c'est en fait de donner cette possibilité aux entreprises de pouvoir agir, de pouvoir changer leur business pour aller vers un monde meilleur. Alors concrètement, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait de l'ESG du lundi matin au vendredi soir et à travers ces missions ESG, on fait autant du bilan carbone que de la stratégie ESG et on fait aussi de la mise en conformité CSRD ainsi que les certifications par contre comme EcoVadis ou Bicorp que peut-être certains connaissent. Alors, notre équipe, elle s'agrandit de mois en mois. Donc, vous avez Stéphanie Fellen qui est la CIO, puis vous avez Arnaud de Coster qui est notre COO, et puis alors, vous avez une panoplie, enfin, je veux dire, quelques consultants ESG et moi-même qui suis experte ESG senior depuis maintenant quelques temps chez Smart2 Circle. Alors, nous accompagnons depuis environ 10 ans. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises donc sur cette mission ESG et notamment des grands acteurs comme Decathlon, RTL, Eloi, Naxley. Donc voilà, tout ça, ce sont vraiment un petit échantillon des entreprises qu'on a déjà accompagnées sur donc cette stratégie ESG. Et il y en a encore bien d'autres, évidemment. Alors, pour remettre un peu de contexte, qu'est-ce que la CSRD? Donc, Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les anciens webinaires que nous avons donnés, les autres sont en replay si ça vous intéresse sur notre site ou vont l'être prochainement. Donc, la CSRD, en fait, c'est une directive européenne qui a pour but de mettre un cadre autour des informations que doivent publier les entreprises sur l'environnement, le social ou la gouvernance. Et donc, l'Europe a voulu en fait cadrer
ce reporting d'informations et pour cela, elle a donc proposé une directive qui s'appelle la Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors pourquoi est-ce que l'Europe a voulu a mis en place cette directive? Mais parce qu'en fait, le reporting ESG, c'est pas nouveau, c'est pas la CSRD qui l'a inventé, ça existe depuis notamment plus de 30 ans, via notamment le référentiel GRI, dont on a beaucoup parlé lors du précédent webinaire, donc je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse. Et donc ce reporting ESG, en fait, il existait, le problème c'est qu'on se retrouvait avec des entreprises qui faisaient un peu tout et n'importe quoi, dans le sens où il y en a qui faisaient très très bien leur job et d'autres qui le faisaient beaucoup moins bien. Et finalement, ces entreprises, elles étaient comparées sur le même niveau. Euh, Par rapport à ces informations, donc ESG, environnement, social et gouvernance. Et donc l'Europe, en fait, elle a voulu dire, mais finalement, on voudrait que le reporting ESG soit crédible, soit fiable, soit comparable au même titre que le reporting financier. Et donc, elle a mis en place cette directive pour venir obliger, pour venir mettre une obligation, j'y reviendrai, derrière ces normes GRI. Alors, la CSRD va-t-elle disparaître? On en a déjà beaucoup parlé lors des précédents webinaires. C'est un sujet fort d'actualité. Mais donc, la CSRD ne va pas disparaître, contrairement à ce qui avait été annoncé en janvier dernier par Stéphane Séjourné, le vice-président exécutif à la Commission européenne. Donc ici, le 26 février, la Commission européenne s'est positionnée, a fait une nouvelle proposition et a notamment, j'y reviendrai, mais proposé que les entreprises, l'échantillon d'entreprises qui étaient anciennement soumises à la CSRD soit allégé pour notamment des questions administratives. Il y avait beaucoup de retours que c'était compliqué pour les entreprises, d'un point de vue administratif, de mettre en place cette CSRD. Donc, elle n'est pas supprimée, elle est simplifiée et je vais y revenir par après dans les prochaines slides. Donc, il faut bien vous dire que nous, avant la CSRD, on faisait déjà du reporting. Comme je l'ai dit, le reporting existait déjà. Et surtout, les entreprises qui nous contactaient pour faire du reporting, elles disaient, mais nous, en fait, on a envie de faire ce reporting parce que ça a du sens pour nous et on veut avoir un impact positif sur la société de manière générale. Aujourd'hui, avec le contexte aussi géopolitique dans lequel on est, on entend beaucoup plus, oui, mais en fait, ça m'énerve, j'ai pas envie de faire ce reporting, je dois le faire et c'est pas du tout adapté à nos réalités. Je refuse, et ça on l'entend beaucoup, je refuse parce qu'il y a des amalgames autour du reporting G, que c'est synonyme des voitures électriques. Donc on entend aussi, je refuse qu'on m'oblige à acheter une voiture électrique alors que Trump, lui, il fait ce qu'il veut. Donc c'est très lié aussi au contexte géopolitique dans lequel on est. Et donc, ben, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la CSRD qui est un petit peu pas comprise, mal comprise par les entreprises et surtout, elles n'ont pas trop envie de le faire, alors que finalement, avant, on faisait déjà quelque chose de semblable à la CSRD et c'était pas du tout les mêmes discours derrière. Alors, la CSRD, comme je l'ai dit, l'Europe, elle avait un objectif tout à fait louable qui était donc de mettre un cadre et surtout de rendre les états de durabilité, donc les informations ESG, comparables, crédibles et fiables entre elles. Donc ça, le pourquoi, il est totalement louable. Par contre, ce qui pose problème, c'est le comment l'Europe l'a fait. Elle l'a fait comme elle sait souvent bien le faire. Elle a un peu complexifié, voire beaucoup complexifié le reporting ESG et on parle d'ailleurs de plus de 1200 data points. Alors data point, attention que data ne veut pas dire forcément données, ça peut aussi être du texte, ça peut être des mots, mais n'empêche que ça fait beaucoup d'informations à produire pour finalement un énorme rapport qui ne sera potentiellement pas lu parce que trop compliqué par les parties prenantes. Donc, ce qui est très très important et ce que vous devez retenir, c'est vraiment de faire la comparaison. Ici, on va faire la comparaison entre le financier et le l'ESG. Au niveau de la finance, ben, c'est clair et net, il y a des normes qui s'appellent les IFRS ou les GAP, ici plutôt en Belgique. Et donc, les états financiers, ils sont construits selon ces normes. Et puis, derrière ces normes, on a le Code des sociétés des associations en Belgique qui est venu rendre une obligation derrière ce norme, qui est venu dire ces normes sont obligatoires pour toutes les entreprises, tout le monde doit suivre ces normes pour faire son reporting financier.
Et puis au niveau de l'ESG, les normes, elles existent aussi. On a le GRI, qui sont aussi des normes, donc comme je te disais, qui existent depuis 30 ans. Le souci, c'est qu'on n'avait pas d'obligation. Donc la CSRD, elle a ce but louable de venir mettre une obligation derrière des normes de GRI qui existent, de manière à ce que les rapports soient donc fiables, comparables et crédibles entre eux. Donc ces normes GRI, elles existent depuis plus de 30 ans et elles sont vraiment, la CSRD s'en est vraiment inspirée pour créer la CSRD. Donc le contenu de la CSRD est inspiré des normes GRI. Et puis en fait, comme il n'y avait pas de gendarmes autour de ces normes avant la CSRD, ben, on avait en fait c'est des entreprises privées, des entités privées comme telles qu'Ecovadis, plutôt en B2B, et Bicorp, plutôt en B2C, qui sont venus en fait un petit peu faire les gendarmes et dire, nous, on va vous garantir que si vous avez le label Ecovadis ou Bicorp, c'est que vous avez fait un bon reporting GRI. Donc en fait, ces labels, ils sont un peu venus faire les gendarmes de l'ESG avant que la CSRD n'arrive. Et puisque cette CSRD a été simplifiée, évidemment, pour les entreprises qui ne sont plus soumises à la CSRD, ces labels Ecovadis et Bicorp ont toujours beaucoup de sens. Alors, l'ancienne CSRD, elle disait quoi? Elle disait que donc les grandes entreprises qui remplissaient 2 des 3 critères suivants, à savoir 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan, étaient soumises donc à ce fameux reporting ESG, donc devaient fournir des informations sur l'environnement, le social et la gouvernance. Maintenant, selon la proposition de la Commission européenne, une proposition qui doit encore être validée par le Parlement européen. Donc ça va prendre encore un peu de temps. Le Parlement européen va sans doute proposer des changements, des modifications. Et puis après que ça a été voté par le Parlement européen, il faudra que la Belgique transpose. Donc on a encore un petit peu le temps, mais n'empêche, pour l'instant, la proposition qui est faite en l'état par la Commission européenne, c'est que les entreprises qui sont désormais soumises à ce reporting sont les entreprises qui ont, d'une part, qui remplissent le critère de plus de 1000 employés et d'autre part, qui remplissent un des 2 critères suivants, à savoir plus 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan. Donc, grosso modo, les gros changements ici, c'est que finalement, on avait 50 000 entreprises européennes qui étaient concernées et maintenant, on en a environ 10 000. Par contre, au niveau de la double matérialité, le concept est toujours bien présent, que ce soit... donc, il était présent dans l'ancienne CSRD et il est toujours présent dans la nouvelle. Et le gros changement aussi, c'est que les entreprises qui sont toujours soumises à la CSRD ont 2 ans supplémentaires pour faire leur reporting. Donc, en gros, la nouvelle CSRD, qui est concernée? Les grandes entreprises qui ont plus de 1000 employés et d'autre part, qui ont soit 50 millions de chiffre d'affaires ou 25 millions de total bilan. Donc, pour elles, c'est obligatoire de faire le reporting ESG. Pour toutes les autres, maintenant, d'après la proposition de la Commission européenne, c'est au choix. Et donc finalement, quid des entreprises qui étaient anciennement soumises? Donc selon l'ancien régime, c'est-à-dire 250 employés qui remplissaient 2 des 3 critères suivants, donc 250 employés, 50 millions de chiffre d'affaires et 25 millions de total bilan. Mais maintenant, ces entreprises, elles peuvent, et c'est important, donc c'est volontaire, faire du reporting. Et là, la Commission européenne conseille selon ce qu'on appelle les normes VSME. Donc les normes VSME, j'y reviendrai, mais ce sont des normes qui avaient été imaginées par les FRAG, donc en grosso modo par l'Europe, pour les plus petites et moyennes entreprises qui n'étaient pas soumises à la CSRD, mais qui pouvaient avoir à faire du commerce régulièrement avec des entreprises qui, elles, étaient soumises à la CSRD. Donc on a 80% des entreprises qui sont désormais retirées du scope de la CSRD. Donc VSME, c'est ce que je disais, Voluntary Sustainability Reporting Standards, pour les petites et moyennes entreprises. Ce sont donc des normes qui sont inspirées de la CSRD, CSRD qui est elle-même inspirée du GRI, que j'ai dit au début, et puis ces normes, elles sont volontaires donc, et adaptées surtout à la structure des petites et moyennes entreprises. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces normes VSME? Vous avez d'abord un module de base. En fait, c'est vraiment les informations, mais c'est le minimum du minimum du minimum à fournir sur l'environnement, le social et la gouvernance. Et puis, de ce minimum, vous pouvez venir ajouter des informations complémentaires sur les sujets proposés dans le module de base, donc toujours selon l'environnement, le social ou la gouvernance.
Alors nous, finalement, quel est notre ressenti par rapport à donc cette nouvelle CSRD, cette nouvelle proposition de la Commission européenne? Mais vous allez le voir, en fait, on est assez content dans le sens où en fait ça devenait vraiment compliqué. C'était compliqué, vraiment, c'est quelque chose qu'on avait au quotidien pour les entreprises. C'était vraiment un fardeau quand même administratif cette CSRD, donc on était pour la simplification. Maintenant, on trouve que peut-être autant d'entreprises qui ne sont plus dans le scope, c'est peut-être dommage. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui passera dans le futur que le Parlement va proposer des entreprises de taille intermédiaire qui devront peut-être pas faire toute la CSRD, qui devront peut-être faire un peu plus que les VSME, à voir comment ça se profile. Mais n'empêche que ben, finalement, les enjeux climatiques, les enjeux sociaux, il y a toujours urgence dessus. Et là, le comment on va faire a quand même changé. C'est beaucoup moins lourd d'un point de vue administratif puisque la CSRD a été de toute façon simplifiée. Et donc, on peut retourner à un schéma plutôt en collaboration où c'est beaucoup plus agréable de discuter des sujets ESG et donc finalement avoir un rapport qui est beaucoup plus pragmatique et qui parle à beaucoup plus de parties prenantes. Alors, est-il toujours intéressant de faire un reporting ESG? Oui, oui et oui. Pourquoi? Ben parce que quand vous allez faire un investissement, vous avez un nouveau projet, vous allez à la banque pour savoir si elle peut vous prêter de l'argent. La banque, elle va se fier à vos comptes de résultats ou votre bilan. Les actionnaires, les investisseurs, c'est pareil. Pour savoir s'ils investissent chez vous, ils viennent voir un petit peu comment ça se passe au niveau de votre bilan et de votre compte de résultats. Et bien finalement, maintenant, en fait, l'ESG et c'est fait, en fait. Le chemin, il est fait de l'ESG. Il y a déjà des entreprises qui sont en route. Il y a toujours des entreprises qui sont soumises. Les banques, ça n'a pas changé non plus. J'y reviendrai juste à la slide après. Et donc, finalement, ces personnes qui sont toujours concernées par le sujet de l'ESG, elles vont venir vous demander, et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Vous allez pouvoir le montrer via votre reporting ESG. Et donc, ces personnes qui peuvent vous demander ce reporting ESG, ça peut autant être des investisseurs qu'une banque, que des futurs employés, que un label, parce que si vous voulez un label B Corp ou EcoVadis, il vous faudra un reporting ESG, ou ça peut même être un client. Alors, les avantages, ben, finalement, de faire un reporting ESG, si on sort un peu même de la CSRD, vraiment de faire un reporting ESG, ben, c'est bien, il faut bien se dire que il y a des entreprises, n'empêche, il y a quand même encore 10 000 entreprises, et c'est les plus grands acteurs, qui sont concernés par la CSRD, et donc qui vont venir dire, et toi, qu'est-ce que tu fais pour l'ESG? Parce que moi, je dois donner des informations sur toi, ce que tu fais. Et donc, finalement, mais ces entreprises-là vont vous inciter à avoir des certifications comme EcoVadis ou B Corp, et à faire des choses et à les formaliser dans un rapport ESG. Vous avez aussi le secteur bancaire qui doit toujours décarboner son portefeuille, qui donc lui va aussi venir regarder, mais finalement vous faites quoi? Et donc va vouloir que vous lui montriez par A plus B ce que vous faites. Il faut aussi bien garder en tête que le faire du reporting ESG, ça permet de rendre compte pour mieux se rendre compte. C'est vraiment, et c'est en lien avec le point d'après, une meilleure, ça permet vraiment une meilleure gestion des risques et de se poser, d'avoir l'occasion de se mettre autour de la table et d'aborder des sujets qu'on ne prend pas le temps d'aborder peut-être dans le quotidien et qui pourtant sont des questions qui nous concernent toujours. La question de la raréfaction des ressources, la question des inondations, ce genre de choses, ça va et ça va continuer à être des sujets. Et donc finalement, se poser les questions sur ces questions, c'est un atout. Et puis aussi, il faut bien, et ça c'est le plus important, faire un reporting ESG, ça doit d'abord vous correspondre en fait. C'est d'abord à vous, ça doit être une volonté de votre part, et puis ensuite vous le faites pour vos clients, pour les banques, pour les autres, mais ça doit d'abord venir de vous et ça doit vous satisfaire vous. Alors maintenant, si on va plutôt dans le concret de ce webinaire, donc si on parle maintenant plutôt du sujet biodiversité écosystème, qui est donc un sujet dans la CSRD et qui l'est également dans les normes VSME, qu'est-ce qu'on en dit? La première chose, avant même de se pencher dans ce sujet, c'est de vraiment parler de la double matérialité, donc ce concept qui a été là inventé par la CSRD, qui n'était pas donc
proposée avant la mise en place de la CSRD. Cette double matérialité, en fait, elle permet quoi? Elle permet d'identifier les vrais sujets. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes IKEA et que vous mettez dans votre rapport que vous avez retiré des gobelets en plastique dans vos salles de réunion, c'est très bien, mais c'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que vous vendez des meubles et que pour faire ces meubles, vous achetez du bois et ce bois, il n'est pas toujours issu de pratiques responsables. Il va même jusqu'à déforester des forêts qui sont classées comme remarquables. Et donc ça, c'est le vrai sujet d'IKEA. C'est pas les gobelets en plastique, c'est la déforestation. Vous pouvez parler des gobelets en plastique à condition que le sujet de la déforestation ait été abordé. Alors la double matérialité, c'est quoi? Donc double parce qu'il y a deux aspects. Il y a d'une part la matérialité d'impact, d'autre part ce qu'on appelle la matérialité financière. Matérialité, c'est un synonyme d'importance. Ok. Donc, matérialité d'impact, vous voulez vous interroger sur finalement, moi, comme entreprise, de par l'activité que j'ai, quel est l'impact que j'ai sur l'environnement ou sur la société ou sur les sujets de gouvernance. Et puis, matérialité financière, c'est de dire, mais finalement, ces sujets, les inondations, les grèves, ce genre de choses, quel est l'impact que ça a sur mon business à moi? Donc, c'est vraiment dans les deux sens, c'est se dire, les inondations, quel est le risque pour mes activités et moi, à quel point est-ce que j'ai participé à l'augmentation ou pas de ces inondations. Alors la matérialité, la double matérialité, donc matérialité d'impact et matérialité financière, elle se mesure à travers différentes choses. Donc matérialité d'impact, elle se mesure via des impacts. Ok, donc on va essayer d'identifier quels sont vos impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc vous pouvez avoir un impact de réduction des inégalités ou un impact négatif qui est vous polluez les eaux douces par les microplastiques, par exemple. Et puis ces impacts, ils peuvent être réels ou potentiels, donc avérés, c'est déjà le cas, ou ça pourrait être le cas. Et puis dans la matérialité financière, cette matérialité financière, elle se mesure à travers les risques et les opportunités. Donc un risque, c'est par exemple le coût, s'il y a une taxe carbone qui est mise en place, c'est un coût pour vous. Et une opportunité, ça pourrait être, vous avez accès à des nouveaux financements parce que vous proposez un service en fait qui permet d'améliorer la santé publique. Et donc tout ensemble, quand on analyse ces impacts, ces risques et ces opportunités et qu'on les note, on arrive à la matrice de double matérialité. Donc, selon un axe matérialité financière et l'autre matérialité d'impact, où chaque boule, ici, chaque boule est un enjeu. Donc, on a le changement climatique, par exemple, on a la santé et la sécurité des collaborateurs, on peut avoir le bien-être animal ici. Et donc, chaque boule est un enjeu et puis vient être placé en fonction de la cote que vous avez attribuée à l'impact, le risque ou l'opportunité. Et puis, ce que dit la CSRD, c'est que donc, vous devez faire du reporting sur les enjeux qui sont les plus importants d'un point de vue matérialité financière, matérialité d'impact ou les deux matérialités. Et donc, c'est ici l'encadré en vert. Alors, pour les entreprises qui sont donc toujours soumises selon la nouvelle CSRD, le concept de double matérialité il est toujours obligatoire. Pour les entreprises qui étaient anciennement soumises, qui ne le sont plus, qui ont moins de 1000 employés, mais alors dans ce cas-là, vous pouvez être au choix entre simple ou double matérialité. Et puis vous avez les petites et moyennes entreprises, donc inférieures à 250 employés, c'est la même chose, c'est simple ou double matérialité. Donc, simple matérialité, il n'y a pas l'aspect de risque et des opportunités de la matérialité financière. Il n'y a que la matérialité d'impact. Et donc, finalement, nous, ce qu'on conseille, c'est que pour les grandes entreprises qui sont avec moins de 1000 employés, on vous conseille de garder la double matérialité. En pratique, c'est quoi? C'est 3 heures de travail en plus, donc c'est pas grand-chose. Et c'est surtout très intéressant et ça permet d'avoir le même langage que les entreprises qui sont, elles, toujours soumises à la CSRD. Et puis pour les petites entreprises, on conseille vraiment l'un ou l'autre en fonction peut-être de votre réalité. Si vous êtes dans une entreprise de service, c'est peut-être la simple matérialité, c'est peut-être suffisant, alors que dans une entreprise plutôt produisez des choses, là, de production, on est plutôt peut-être en double matérialité pour pouvoir notamment parler avec les acteurs plus gros. Donc ça, c'est un peu à voir au cas par cas. Bon, donc, si on revient à notre sujet de la biodiversité et que l'on fait selon la CSRD, donc vraiment, on se penche, on regarde pour les entreprises qui sont donc soumises à cette CSRD. Alors, il faut bien dire ici que l'exposé, il est fait sur
les informations qui sont disponibles à ce jour et que ça va potentiellement encore changer. Mais donc finalement, la première chose, c'est il faut identifier les enjeux. Et puis quand on a identifié donc les boules qui sont sur la matrice, et finalement, est-ce que l'enjeu biodiversité est un enjeu matériel ou pas? Est-ce qu'il est en haut de la matrice de double matérialité? Si c'est le cas, alors je dois faire du reporting dessus et je dois surtout m'interroger dans mes opérations propres, mais je dois aussi voir ce qui se passe chez mes fournisseurs et mes clients, donc dans la chaîne de valeur. Et puis, comment je le fais? Mais donc cette biodiversité, il faut bien vous dire que le but de cette analyse de double matérialité, c'est surtout de ne pas passer outre, même si votre activité est toute petite. Vous avez une toute petite surface d'activité dans une zone géographique, mais que cette zone géographique est très très dépendante, qu'il y a des problèmes en termes de biodiversité, que vous êtes dans une zone protégée, Natura 2000 par exemple, et ce genre de choses. Mais vous devez faire du reporting dessus. On évite via la double matérialité, justement, on identifie les vrais sujets. Donc un vrai sujet, c'est que si vous avez des activités, même si elles sont toutes petites, dans une zone qui est protégée, il faut faire du reporting dessus et dire ce que vous faites ou faites pas. Alors, tout à l'heure, on a dit que donc la CSRD, il y avait plus de 1200 data points. Data points, c'est quoi? Ben, c'est des indicateurs. Comme je l'ai dit, c'est pas forcément des données. Ça peut être aussi du qualitatif et du quantitatif. Et puis alors, il y a des données qui sont conditionnelles au fait que vous appartenez à certains secteurs et il y a des données qui sont alternatives. Donc, on vous propose de fournir des données selon un référentiel ou un autre. Mais une fois que vous en avez choisi un, vous ne devez pas donner les informations selon l'autre référentiel. Par exemple, pour le changement climatique, ben, on peut avoir selon la méthode du bilan carbone ou du GHG protocole. Donc voilà, tout ça, c'est des choses, on verra si ça évolue ou pas dans les futurs amendements potentiellement qui pourraient être proposés. Donc cette CSRD, elle parle de quoi? Et en tout cas, en termes d'environnement, elle aborde, c'est pas seulement que le changement climatique, et ça, c'est un des avantages de la CSRD, c'est qu'elle met vraiment elle met l'accent sur le fait que le changement climatique, c'est pas, les questions de durabilité, c'est pas que le changement climatique, c'est aussi des questions sur l'eau, c'est des questions sur la biodiversité, c'est des questions sur les travailleurs, c'est des questions sur le bien-être animal et ce genre de choses. Donc, dans l'environnement, vous avez 5 sujets. Changement climatique, pollution, eau et ressources marines, biodiversité, extraction des ressources. Dans le social, vous avez les travailleurs de la chaîne de valeur, les communautés qui sont affectées, donc vos voisins par exemple, ou les riverains qui habitent autour de votre industrie. Et puis vous avez les clients et les consommateurs finaux. Et enfin, dans le thème gouvernance, là ça reprend plein de choses, la corruption, la culture d'entreprise, le bien-être animal, etc. Alors, comment fonctionnent donc les ESRS? À nouveau, selon l'ancienne CSRD, vous avez donc le ESRS2 qui sont les informations obligatoires à fournir. Obligatoires à fournir même si aucun enjeu n'a été identifié comme matériel. Donc, si vous n'avez aucune boule qui est en haut de la matrice de matérialité, ce qui est très compliqué en pratique, mais imaginons que dans ce cas-là, vous avez quand même des informations à fournir qui sont notamment décrire votre business model, votre chaîne de valeur, dire comment vous avez fait l'analyse de double matérialité et ce genre de choses. Et puis, vous avez des données qui sont thématiques. Donc là, ça veut dire qu'elles sont obligatoires à partir du moment où l'enjeu est devenu matériel. Dans ce cas-là, ces données-là, vous devez les fournir parce que, par exemple, la biodiversité est apparue comme un enjeu matériel, et ben, il y a des informations supplémentaires qui sont obligatoires à fournir. Et puis alors, en fonction des sous-sujets, on va y revenir. Donc, dans chaque enjeu, par exemple, si vous prenez la pollution, mais il y a un sous-enjeu qui est la pollution de l'air, de l'eau, des microplastiques et ce genre de choses. Ben, vous pouvez être concerné par la pollution de l'air, mais pas forcément par les microplastiques. Et ben, dans ce cas-là, si vous êtes concerné par la pollution de l'air, vous donnez des informations sur la pollution de l'air, mais pas sur les microplastiques. Ça, c'est ce qu'on appelle les data thématiques. Et puis, pour chacun des sous-sujets, vous avez des données volontaires que vous pouvez fournir en plus que les données qui sont recommandées si jamais vous avez identifié le sous-enjeu comme matériel. Donc par exemple, ici je vais aller assez vite, vous avez, si l'enjeu personnel, donc vos employés a été identifié comme matériel, vous devez dans tous les cas fournir 133 données obligatoires, même si le personnel n'était pas un enjeu chez vous. Et puis du fait que le personnel est un enjeu chez vous, vous avez 13 données
obligatoires en plus à fournir. Et puis, si vous avez des sous-sujets comme l'inclusion des personnes handicapées, si ce sujet inclusion des personnes handicapées est un sujet chez vous, vous avez des données en plus à fournir. Et en plus de ces données qui sont recommandées à fournir sur l'inclusion des personnes handicapées, vous pouvez en plus de ça fournir d'autres données. Donc, par exemple, sur l'inclusion des personnes handicapées, vous pourriez, ce qu'il est recommandé, c'est de donc fournir le pourcentage de personnes handicapées parmi les employés. Et puis, en volontaire, vous pourriez donner un peu plus de granularité en disant il y a parmi ces personnes handicapées X femmes et X hommes. Donc, grosso modo, vous avez le fonctionnement des ESRS. Le ESRS 2, c'est vraiment donc la base de la base, c'est ce qui est obligatoire à fournir. 133 données, donc ça va sans doute être revu prochainement, puisqu'ils ont dit qu'ils allaient alléger le nombre de données à fournir pour les entreprises qui restent soumises à la CSRD. Puis vous avez donc les ESRS qu'on appelle thématiques, 5 sur l'environnement, 4 sur le social et 1 sur la gouvernance, où là vous avez des données obligatoires à fournir une fois que l'analyse de double matérialité a été identifiée, enfin que l'enjeu s'est avéré matériel. Et puis dans le sous-enjeu, vous pouvez avoir des données à fournir. Donc, si la pollution de l'air est un enjeu, mais pas les microplastiques, vous donnez des informations et soit vous pouvez donner de la granularité en plus en donnant des données qui sont catégorisées comme volontaires en plus de celles qui sont recommandées. Donc aujourd'hui, biodiversité, on est dans le E4. E4, ça veut dire 12 data points obligatoires et 16 et 7 qui dépendent du fait que vous êtes dans un enjeu matériel. Donc, je vais y revenir. Alors, au niveau des sous-enjeux, vous voyez qu'ici, biodiversité, c'est un peu compliqué et ça va sans doute être simplifié dans le futur. Mais donc, vous aviez un sous-enjeu qui est de dire finalement l'incidence que vous avez sur l'état des espèces, sur l'étendue et l'état des écosystèmes, incidence et dépendance sur les services écosystémiques, enfin tout ça c'est des mots un peu compliqués et duquel on va un petit peu vous éclairer. Donc biodiversité, c'est vraiment, ça représente la diversité, c'est des espèces, entre les espèces. C'est vraiment finalement tous les organismes vivants, qu'ils soient terrestres, marins, aquatiques ou autres. Et puis l'écosystème, ce qu'on appelle écosystème, c'est vraiment ce réseau entre les animaux qui vivent, les plantes, les micro-organismes et l'environnement. Mais tout ça, tout cet environnement et ce réseau, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Et un service écosystémique, c'est quand la nature vous met à disposition des humains un service. Donc, par exemple, le fait que grâce à la nature, il y a la pollinisation et que donc on a des fruits et qu'on les mange, ça, c'est un service écosystémique parce que la nature met un service pour l'homme, quoi, donne vraiment un service à l'homme. Alors, comment concrètement savoir si, donc dans votre évaluation, vous dire si la biodiversité est un enjeu dans le cadre de vos activités? Mais il y a plusieurs moyens de le savoir. Soit votre activité, elle permet l'utilisation des terres, de l'eau douce et des mers. Donc, vous participez à la dégradation des fonds marins, à la déforestation. Dans ce cas-là, la biodiversité sera sans doute un enjeu. Si vous exploitez des ressources naturelles qui soient aussi humaines, des organismes vivants, si vous faites de la pêche avec les poissons par exemple, enfin que vous allez à la pêche de poissons, dans ce cas-là, vous êtes la biodiversité est un enjeu. Si vous participez au changement, si vous avez une influence sur le changement climatique, donc vous déforestez, et donc du coup, il y a les arbres absorbent moins le carbone, ce qui réchauffe l'atmosphère, donc ça c'est en lien avec le premier point. Si vous polluez les sols, etc. Donc là, ça peut aussi revenir dans l'enjeu pollution. Et si vous participez au fait qu'il y ait des espèces exotiques qui soient envahissantes dans des pays où elles ne l'étaient pas. Plus concrètement, la CSRD, elle dit que elle donne en fait les secteurs dans lesquels, en général, c'est compliqué de passer outre le sujet de la biodiversité. Donc, pour en citer quelques-uns, il y a le tabac, le transport, l'agriculture, la gestion des déchets, l'agroalimentaire. Tout ça, ce sont des secteurs qui sont concernés par les sujets de la biodiversité. Alors, selon la biodiversité, selon le fonctionnement des normes ESRS, vous avez donc, à partir du moment où l'enjeu biodiversité a été identifié comme matériel, 16 data points qui sont obligatoires.
et qui parle notamment du fait de comment vous avez mené votre analyse de double matérialité sur l'enjeu de la biodiversité. Donc, en lien avec les informations que je viens de fournir juste avant. Donc, comment vous avez conduit cette analyse de double matérialité? Et puis, les politiques, les actions et les cibles que vous avez mis en place ou non sur le sujet de la biodiversité. Et finalement, est-ce qu'il y a des sous-sujets duquel vous êtes concerné et que vous voulez donner des informations supplémentaires? Pour donner un exemple, par exemple, ici, vous avez le rapport de la FNAC qui dit, ben voilà, nous, au niveau de la biodiversité, en fait, c'est un sujet chez nous, mais on n'a pas de politique associée, on n'est pas en mesure de publier des informations parce que on ne s'était pas encore penché sur le sujet. C'est OK de dire ça. Ils ont dit, bah, on n'a pas de politique, mais ça va, dans le futur, on aimerait en intégrer une. Par contre, au niveau des actions, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on faisait, même si on n'avait pas de politique au niveau global du groupe sur la biodiversité. On a notamment mis en place, on a adapté notre code de conduite. Donc, on avait un code de conduite pour les fournisseurs et on a rajouté une partie sur la biodiversité en demandant en fait aux fournisseurs de respecter les protocoles internationaux sur la protection de la biodiversité. Enfin bref, donc tout ça pour dire que vous ne devez pas forcément dire des choses pour dire des choses. C'est OK de dire ben, on n'a rien, mais on va mettre en place et regardez, en fait, on mettait déjà ça en place ou on a déjà mis ça en place cette année. Alors maintenant, si donc vous n'êtes plus concerné par la CSRD et que vous êtes concerné par les normes VSME, qu'est-ce que disent les normes VSME sur le volet de la biodiversité? Donc on est ici dans le B5, dans le module de base biodiversité. Qu'est-ce que disent les normes VSME sur la biodiversité? Alors, première chose, c'est que si vous avez des politiques, des actions et des cibles que vous avez mis en place sur le volet biodiversité, ils ne seront pas repris dans le B5 biodiversité, mais dans la section pratique, politique et futures initiatives qui en fait regroupe toutes les politiques, les actions et les cibles que vous avez sur tous les sujets, donc aussi sur la pollution, sur l'eau, sur le personnel et ce genre de choses. Mais donc finalement, quels sont les data points, un peu en fait les indicateurs à fournir sur la biodiversité? Ben, les VSME elles disent juste que si et seulement si vous vous trouvez dans une zone à proximité, enfin vous avez des activités dans une zone à proximité d'une zone sensible d'un point de vue de la biodiversité, alors dans ce cas, vous devez fournir des informations sur la surface totale que vous utilisez, la surface qui est recouverte par des constructions, la surface dédiée à la nature, donc ce que vous avez laissé pour la nature, etc., etc. On va y revenir. Donc ça, c'est ce qui est demandé dans le module de base et dans le module complémentaire, il n'y a pas d'informations en plus à fournir sur la biodiversité. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Une zone sensible à la biodiversité, c'est une zone en fait qui s'appelle soit une zone Natura 2000 en Belgique, soit qui est protégée par le patrimoine mondial de l'UNESCO ou qui est reconnue comme une zone clé pour la biodiversité. Donc ça peut être des zones forestières, ça peut être des zones situées tout près de districts fluviaux, etc. Alors à proximité, ça veut dire quoi? Ça fait référence à une zone qui chevauche, alors partiellement ou totalement, ou qui est adjacente à une zone sensible pour la biodiversité. Et comment vous pouvez faire votre reporting? Mais tout bêtement avec un tableau où vous dites le pays et le nom du site, la surface en hectares que vous utilisez, quelle est la zone sensible concernée, donc comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce que c'est plutôt du forestier? Est-ce que c'est plutôt aquatique? Enfin bon, voilà, et est-ce que c'est une zone Natura 2000? Et puis, est-ce que vous êtes dessus ou est-ce que vous êtes juste à côté, donc à proximité, le degré de proximité. Au niveau de l'économie circulaire, donc on est ici, on repasse selon la CSRD. Donc qu'est-ce que dit la CSRD? Ben, à nouveau, si vous faites votre analyse de double matérialité, vous avez l'enjeu comme matériel d'un point de vue économie circulaire, vous devez analyser cet enjeu sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc finalement, c'est vous demander mais donc de penser à toutes vos activités et aux activités aussi de vos fournisseurs et de vos clients. Alors ici, quand vous êtes dans le sujet de l'économie circulaire, vous avez au total seulement 4 data points. Je pense que là, il y a une erreur, mais 4 data points obligatoires, ça me semble très peu. Ah oui, non. Vous avez 4 data points obligatoires en plus de celles exigées par les ESRS 2 obligatoires.
Alors, économie circulaire, ça veut dire quoi? Économie circulaire, vous essayez d'utiliser le plus longtemps possible vos produits et vos matières premières. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment cette idée de recycler, de revaloriser des produits ou d'essayer d'inclure moins de ressources non renouvelables dans la production du produit. Et donc quand on parle d'économie circulaire, il y a aussi des notions de ressources entrantes, ressources sortantes et gestion des déchets qui reviennent souvent. Ressources entrantes, c'est vraiment en fait tous les composants, les produits, les matières premières. Et les ressources sortantes, c'est plutôt quand on parle de produits finis. Et puis alors, vous avez la gestion des déchets, les déchets, c'est tout ce que vous jetez suite à la production de votre produit ou service. Alors, au niveau des sous-enjeux qui sont proposés dans le sujet de l'économie circulaire, vous avez donc ressources entrantes, ressources sortantes et les déchets. Donc, soit on fait le focus, vous êtes surtout concerné par un enjeu d'économie circulaire sur les matières premières ou sur plutôt les produits finis, un quid des produits finis, comment est-ce qu'ils sont recyclés, etc. C'est quelque chose qui est compliqué à être recyclé, ou vous êtes concerné par les déchets, ou par les trois, ou par deux, ou peu importe. Alors, au niveau, donc si on fait un focus selon la structure des ESRS, à nouveau, donc si l'enjeu s'est avéré matériel, mais vous avez 2 data points sur comment vous avez expliqué comment vous avez fait l'analyse de double matérialité sur l'enjeu de l'économie circulaire. Et puis, vous devez fournir des informations sur les politiques, les actions et les cibles que vous avez mises en place autour de l'économie circulaire. À nouveau, vous pouvez dire que vous n'en avez pas, mais vous devez expliquer pourquoi et dans quel horizon temporel vous pensez qu'il y aura une politique, des actions, des cibles. Et puis, si les ressources sortantes sont un enjeu particulièrement pour vous ou la gestion des déchets, vous avez des données que vous devez fournir en plus. Si ici on prend un exemple, l'exemple de TF1, mais TF1, il a identifié l'économie circulaire comme un enjeu, il l'a pas appelé économie circulaire, il l'a appelé éco-production, mais c'est en gros, il fait référence à l'économie circulaire. Il parle donc le groupe parle de la politique qu'elle a mise en place et des actions qui aident à améliorer cette politique, et puis on verra des cibles. Alors au niveau des actions, par exemple, ils ont dit qu'ils allaient limiter le plastique à usage unique, qu'ils allaient dans certains programmes, et ici ils parlent par exemple pour ceux qui connaissent, je pense, du programme Demain nous appartient ou Marie-Antoinette, où ils avaient en fait réutilisé des costumes ou des décors, et donc ils vont essayer de faire ça plus dans le futur. Et puis ils se sont fixés des cibles. Ils ont dit ils aimeraient que 25% de leurs achats soient à l'horizon 2027 éco-produits, donc ils définissent ce qu'ils entendent par éco-produits, et que 100% de leurs programmes d'ici 2027 soient également éco-produits. À nouveau, ils expliquent ça dans leur rapport si ça vous intéresse. Et donc ils se sont fixés différents objectifs. Des objectifs pour 2025 et des objectifs pour 2026, notamment dans l'obtention de certains labels pour pouvoir atteindre les cibles dont je viens de parler juste avant. Alors, selon les normes VSME, à nouveau pour ceux qui sont concernés uniquement par les normes, qui sont maintenant concernés par les normes VSME et plus par la CSRD, qu'est-ce que dit les normes VSME au niveau de l'économie circulaire et des déchets? Donc, on est ici dans le B7. Mais qu'est-ce que les VSME disent? Ben, à nouveau, si vous avez des politiques, des actions ou des cibles par rapport à cette économie circulaire, ils seront repris dans le B2, donc avec toutes les autres politiques sur tous les autres sujets, et non pas dans le B7 économie circulaire. Au niveau du B7, donc des indicateurs qui sont à fournir pour l'économie circulaire, on vous dit quoi? On vous dit, en fait, si l'économie circulaire est un enjeu, si vous la pratiquez, alors vous devez nous donner des informations, les informations suivantes. Vous devez nous donner la quantité totale de déchets que vous avez produits chaque année, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et pas dangereux. Vous devez nous donner la quantité de déchets que vous avez réutilisés cette année et si vous êtes dans un secteur qui utilise beaucoup de matières premières, comme la construction par exemple, ou ce genre de choses. Et puis dans le module complémentaire, il n'y a pas d'informations en plus à fournir que les informations du module de base. Donc grosso modo, on vous dit que si donc, selon le paragraphe 38 ici, pour être un peu dans le légal, mais si vous êtes une entreprise de service, en fait, en gros, où vous n'avez que des déchets ménagers,
vous pouvez passer outre ce sujet de l'économie circulaire. Par contre, si vous êtes une PME ou une entreprise vous êtes plutôt dans la production de certains biens ou services, et que notamment vous travaillez avec des déchets qui sont dangereux ou radioactifs, dans ce cas-là, c'est très 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 compliqué de passer outre ces informations. Et donc, à nouveau, qu'est-ce qu'on entend par vous utilisez au quotidien les principes de l'économie circulaire? On entend soit vous travaillez à réduire les déchets à la source, donc vous essayez par exemple de travailler avec moins de matières premières non renouvelables, enfin c'est dès la conception du produit, ou vous essayez à travailler qu'il y ait une meilleure réutilisation, une revalorisation du produit après, une fois qu'il a été produit et utilisé, ou vous essayez de travailler à la régénération de la nature. Donc, par exemple, vous permettez de créer des nouveaux habitats pour certaines espèces, vous permettez que certaines espèces ne soient plus menacées ou ce genre de choses. Dans ce cas-là, on peut penser que vous êtes donc en économie circulaire. Et donc, en conclusion de ces webinaires, qu'est-ce qu'il faut retenir? Mais donc, c'est que la nouvelle CSRD, elle concerne donc d'une part une entreprise quand elle a plus de 1000 personnes et d'autre part, mais un des deux critères suivants, donc 50 millions de chiffre d'affaires ou un total bilan de plus de 25 millions. Au niveau de la biodiversité, si vous êtes toujours concerné par la CSRD et si la CSRD reste comme elle est, ce qui est peu probable parce qu'elle va être simplifiée, ben, dans l'état qu'elle est, si la biodiversité est un enjeu pour vous, vous avez 55 data points à fournir qui sont obligatoires. Mais donc peut-être que dans le futur, ce sera plus 55 data points, mais que ce sera 20, j'en sais rien. Mais voilà, ça, l'avenir nous le dira. Au niveau des VSME, vous ne devez donner des informations que si vous avez des sites de production qui sont à proximité. On a vu ce que ça voulait dire à proximité, donc d'une zone sensible à la biodiversité. C'est aussi une définition qu'on a vue. Pardon. Et puis, au niveau de l'économie circulaire, ben, selon la CSRD, il y a 34 data points à fournir qui sont obligatoires si jamais l'enjeu économie circulaire a été identifié comme matériel. Donc 34, ça vient des données obligatoires à fournir, plus tout ce que vous devez donner au niveau politique action cible et toutes les données obligatoires au niveau de comment vous avez mené votre analyse de double matérialité sur l'enjeu économie circulaire. Et au niveau de la VSME, ben, si votre entreprise utilise déjà les principes de l'économie circulaire, à savoir donc l'éco-conception ou si vous permettez la réutilisation, la revalorisation de certains produits, dans ce cas-là, vous devez donner des informations supplémentaires sur la quantité, par exemple, de kilos que vous avez permis de revaloriser, réutiliser, sur la quantité de déchets que vous avez générés, etc., etc. Donc voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vais arrêter le partage pour voir un petit peu vos questions parce que là je ne vois rien. Donc j'espère que ça vous a plu. Alors, je vais regarder les questions ici. Concernant la matrice de double matérialité, y a-t-il une méthodologie standard? Si oui, quel est le référentiel? Il n'y a pas vraiment de méthodologie standard. Donc, c'est vraiment... Enfin, il n'y a pas de méthodologie standard, donc vous devez d'une part identifier vos impacts et d'autre part vos risques et vos opportunités. Donc ça fait l'objet d'un premier atelier. Et puis, la manière dont vous placez les enjeux sur la matrice de double matérialité, la CSRD dit que pour placer ces enjeux, donc vraiment savoir s'ils sont plutôt ici ou plutôt ici dans la matrice de double matérialité, la CSRD dit que vous devez les noter selon leur probabilité, le nombre de personnes qu'ils concernent, le nombre oui, d'impact qu'il a dans votre activité, et puis si l'impact est remédiable ou pas, donc si on peut remettre en l'état facilement ou pas. Maintenant, l'échelle qui est donnée, donc savoir si c'est remédiable, si c'est probable, si c'est 100% probable ou si c'est 20%, si ça concerne 10% ou 20% des gens concernés par cet impact, ça, c'est pas dit par la CSRD et donc ça, pour la notation
enfin pour l'échelle en fait, savoir si c'est le degré, c'est 1, 2, 3 ou 4 de probabilité, si c'est 1, 2, 3 ou 4 de remédiabilité. Ça, il existe des standards internationaux pour faire cette évaluation, mais à nouveau, il y a plusieurs référentiels internationaux et là, la CSRD ne se positionne pas. Donc, en fonction un petit peu des rapports, on pourrait avoir des échelles qui sont différentes, mais c'est pas non plus des énormes différences entre les référentiels. Et puis, autre question, nombre d'entreprises couvertes par la CSRD, les chiffres communiqués sont-ils pour l'Europe, la Belgique, pour la Wallonie? Donc, les 10 000 entreprises, j'imagine que c'est ça la question. Donc, on avait 50 000 entreprises, puis 10 000 entreprises concernées par la CSRD. C'est des chiffres pour l'Europe et non pas pour la Belgique. En Belgique, du coup, c'est très très peu d'entreprises qui sont encore concernées par la CSRD. Je pense qu'on est sur quelque chose comme 50 ou 60 entreprises. Maintenant, et ça c'est important de savoir, euh, donc la CSRD, elle a été annoncée comme une simplification, qui a 80% des entreprises qui ne seront plus dans le scope, mais ça c'est ce qui a été proposé par la Commission européenne. Donc, il faut bien garder en tête que pour l'instant, tant qu'il n'y a rien qui a été voté par le Parlement, c'est l'ancienne CSRD qui prime. Donc, si vous étiez soumis, vous l'êtes encore par l'ancienne CSRD. Mais donc, il y a une flexibilité qui peut être accordée, notamment sur les données à fournir, puisque on sait qu'on va vers une simplification. Et donc, ce qui a été annoncé par la Commission européenne, c'est que les anciennes entreprises qui étaient soumises doivent faire maintenant les VSME et celles qui sont encore soumises par la CSRD, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une simplification dans les données à fournir. Comment va être faite la simplification pour les entreprises qui sont encore soumises à la CSRD? On ne sait pas. Et surtout, il faut bien penser que maintenant, finalement, ça avait du sens de simplifier la CSRD parce qu'on avait des entreprises qui remplissaient tout juste les seuils et qui étaient en fait comparées à des Danone, à des Ikea et ce genre de choses. Mais maintenant, ça veut dire que les entreprises qui restent quand même grandes, qui ne rentrent plus dans les standards de la nouvelle CSRD, elles vont devoir faire du reporting comme, soi-disant, des petites et des moyennes entreprises qui ont 10 ou 25 employés. Et donc là, il y a aussi quelque chose qui ne va pas, à mon sens, pour l'instant. Et donc peut-être que ça, l'Europe va, dans les prochains mois, notamment via les amendements qui pourraient être proposés, proposer une taille intermédiaire d'entreprise qui pourrait donc être entre les PME et les entreprises qui sont soumises à la CSRD encore aujourd'hui. Et donc peut-être que pour ces entreprises-là, les VSME, ça va aussi changer par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qu'on pourrait rendre obligatoire certaines informations, qu'on pourrait aussi demander un peu plus d'informations. Donc voilà, tout ça c'est un peu dans le flou et ça peut encore changer dans les prochains mois. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Est-ce possible d'avoir les slides? Oui, oui, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un mail et je vous les enverrai avec grand plaisir. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé du webinaire, si ça vous a aidé ou pas. Et voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions, mais sinon je vois qu'on est un petit peu à l'avance, donc tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas donc à les mettre dans le chat. Sinon, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les slides, je vous les enverrai. Je vous invite aussi donc à suivre, si ça vous intéresse, nos anciens webinaires qui étaient donc sur les informations générales de la CSRD, comment elle fonctionne, sur le changement climatique, sur la pollution et l'eau, et on en avait fait un spécial aussi sur le projet Omnibus, donc sur cette simplification de la CSRD. Donc tout ça, c'est sur notre site. Et puis, il y a 2 prochains webinaires qui seront là sur le social et la gouvernance. Donc voilà. Je vois qu'il y a quelques messages. Alors, mon adresse mail, c'est pauline.rodberg, donc rodberg, @martocircle.com. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres. Non, merci. Merci, c'était très clair. Bah, tant mieux. Je suis contente si c'était très clair et que ça vous a aidé.
Avec plaisir. Hier, on reçoit des messages merci. Parfait. Eh ben, tant mieux. Je suis contente si ça vous a plu. Plus de questions. Je vois que les gens se déconnectent, donc c'est que je pense que c'est bon qu'il n'y a plus de questions. Mais dans ce cas-là, je vous souhaite une bonne après-midi à tout le monde et peut-être à une prochaine fois alors. Au revoir.